y a des équipes dans l'histoire du sport automobile qui attirent la sympathie, par leur performance, parfois leur identité visuelle, leur origine ou par leur patron charismatique. Jordan Grand Prix, c'est tout ça à la fois. Voici l'épopée Jordan. Jordan Grand Prix, c'est l'audace de son fondateur Eddie, l'un des patrons les plus emblématiques de ce sport. Une petite équipe irlandaise qui a réussi à bousculer les plus grands et qui est passée tout proche d'un immense exploit, remporter un titre, avant de peu à peu chuter et disparaître à cause d'un univers toujours plus impitoyable envers les petits privés. Et l'histoire de Jordan, c'est l'histoire d'Eddie. Né le 30 mars 1948 à Dublin, Edmund, de son vrai nom, est fils de comptable, mais dès son plus jeune âge, le jeune Jordan est malade. On lui diagnostique une acrodynie, une sorte de réaction au contact de métaux lourds qui tuméfie les extrémités, donc c'est pas ouf. Mais Eddie s'en sort une fois que sa famille a quitté Dublin. Suivant une éducation très catholique et très stricte, il s'oriente vers la comptabilité et développe une certaine sensibilité pour les finances. Ça lui sera très utile. Alors âgé de plus de 20 ans, il travaille sur l'île de Jersey, au large des côtes normandes, et c'est à cette période que l'Irlandais découvre l'univers de la course, via le karting. Et il tombe dans la marmite. Nous sommes au début des années 70 quand Eddie lance sa carrière de pilote. Il achète son kart, s'engage dans les championnats nationaux qu'il remporte, ce qui confirme qu'il a un certain talent. Le changement d'horizon s'est vite effectué. Adieu la comptabilité, bonjour la course automobile. Et en 74, Jordan débarque en monoplace. Direction la Formule Ford et très vite, son talent de négociateur s'avère précieux. Le sport automobile ça coûte cher, il faut des sponsors. Eddie, il est doué en affaires et il serait capable de convaincre n'importe qui. Et pour sa première saison monoplace, il s'associe avec un vendeur de tapis qu'il vend lui-même durant les courses, comme ça paye sa saison. Et ça fonctionne. Le coup de volant de Jordan est bon, ce n'est pas une pépite générationnelle, mais l'Irlandais est rapide et joue devant. En F3 en 75, il connaît cependant un gros coup dur en se brisant les deux jambes dans un accident. D'après ce que j'ai lu, il aurait perdu tous ses cheveux durant l'hospitalisation et sa mère l'aurait forcé à porter une perruque. Mais bon, à prendre avec des pincettes. Bref, voilà qu'il éloigne les circuits pour la saison 76, mais il rebondit en Formula Atlantique en 77. Le tout avec des soutiens de Marlboro pour l'équipe nationale dans le championnat irlandais et il est sacré champion en 78. Direction donc la F3 britannique, un gros morceau. Et Eddie va plafonner. Face à des Chico Serra, Andrea De Cesaris, Mike Thackwell, Nigel Mansell ou encore son équipier Stefan Johansson, Eddie joue le milieu de tableau et termine 11e du championnat. Malgré tout, l'Irlandais prend le volant d'une Formule 2 et va même faire plusieurs tests en Formule 1 pour McLaren. Jordan a atteint son pic et il s'en rend compte. Cette saison difficile en F3 lui en a fait prendre conscience et donc il décide de lever le pied. Il s'oriente vers le sport prototype en 1981 et prend part aux 1000 km de Silverstone au volant d'une Porsche 908 et il termine 3e de la course au général, pas mal. Et en juin, Eddie Jordan dispute ses seuls et uniques 24 heures du Mans, sur une BMW M1 en groupe 5, en compagnie de David Hobbs et de Steve O'Rourke, manager des Pink Floyd. Mais son aventure dans la Sarthe tourne assez court. Après 2 heures seulement, un problème d'injection les force à renoncer. Son ultime course a lieu à la fin de l'année, lors des 1000 km de Brands Hatch. Après ces quelques piges, Jordan décide de raccrocher le casque et de passer de l'autre côté du muret. Lorsqu'il a compris que sa carrière plafonnait, Eddie s'est reconverti. En 1980, il a créé sa propre structure, Eddie Jordan Racing, EJR. Il décide d'engager sa structure en F3 britannique et très vite, cette écurie irlandaise va se placer en référence et verra dans ses rangs de nombreux pilotes de renom, comme David Leslie en 81, futur grand nom du BTCC, ou encore Martin Brundle en 1983. Cette année est importante pour la jeune écurie irlandaise, car elle joue le titre et décroche ses premiers succès. Le Britannique donne tout et s'impose à 6 reprises mais échoue à quelques points d'Ayrton Senna, nouveau champion. Voilà qui donne du crédit à Eddie Jordan Racing qui confirme en 1984. Cette fois-ci, c'est avec Allenberg qui prend le titre de vice-champion avant de connaître une année plus difficile en 85. C'est d'ailleurs cette année-là que Jordan double son activité et rejoint le tout nouveau championnat de F3000, l'antichambre de la F1. Mais ce sera très difficile.
Si Thierry Tassin prend 1 point pour sa première saison, EJR va dans un premier temps galérer. Donc restons encore un petit peu en F3, et s'il redevient vice-champion en 86 grâce à Maurizio Sandro Sala, l'écurie passe un cap en 1987. Cette année-là, Eddie Jordan recrute, et parmi les hommes qui rejoignent la structure, il y a Andy Stevenson. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et effectivement, en ce moment, il est chez Aston Martin. Ce gars n'a pas bougé depuis 1987 quand il a rejoint Jordan en tant que simple mécanicien. Une fidélité étonnante, surtout qu'à la base, Jordan ne le voulait même pas, il ne l'aimait pas. Mais bon, son second l'a quand même intégré dans l'équipe. Au final, Andy s'avéra précieux à l'écurie et en 87, cette dernière remporte son premier titre. Cette année-là, Johnny Herbert rejoint les Irlandais et remporte 5 victoires et le championnat. Si Jordan s'est renforcé, ce n'est pas anodin, car le boss rêve d'une chose, amener son équipe en Formule 1. Mais pour ça, il faut des moyens, et voilà plusieurs mois qu'Eddie tente d'obtenir les soutiens de Kamel. En vain. À chaque fois, le cigarettier refuse. Mais Jordan a plus d'un tour dans son sac et va ruser, et vous allez voir, c'est génial. L'Irlandais va tenter l'esbrouf, et pour la première course de la saison de F3000 1988 à Jerez, la voiture d'Herbert porte les couleurs du dromadaire avec des stickers empruntés à une autre écurie du paddock. Bien sûr, Johnny Herbert remporte la course, la première victoire de Jordan dans la catégorie, et Eddie s'entend avec le magazine Autosport pour afficher une belle photo de la voiture avec le logo Kamel emprunté. Voilà qui finit de convaincre le cigarettier et comment un partenariat voit le jour. Malheureusement, cette saison 1988 est frustrante. Herbert est rapide et joue le titre, mais malheureusement, à Brandzach, l'Anglais est victime d'un terrible accident. Sa saison est terminée, mais Martin Donnelly, qui rejoint l'écurie dans l'autre voiture, remporte l'épreuve avant d'enchaîner 2 deuxièmes places et de s'imposer à nouveau à Dijon. Ce qui lui suffit pour prendre la 3e position du classement en une demi-saison seulement. Frustrant, car si l'on additionne les points de ces 2 meneurs, Jordan atteint le total du champion Roberto Moreno. Pas de titre en F3000, du moins pas pour tout de suite. En 1989, Eddie signe Jean Alesi, et l'Avignonnais va dignement succéder au Britannique. Il s'impose dans les rues de Pau, mais à la mi-saison, le Français rejoint Tyrrell en Grand Prix pour remplacer Michele Alboreto, l'écurie britannique venant de signer un partenariat avec Kamel, ce qui a fait le lien. Jean impressionne en terminant 4ème de sa première course et signe un contrat pour finir la saison. Sauf que Jordan ne compte pas laisser partir son pilote, actuellement en tête du championnat, et le force à rester. Ils iront même devant le juge et obtiendra gain de cause. Un bon choix, car Jean remporte 2 autres courses entre Birmingham et Spa et offre à Eddie Jordan Racing le titre de F3000. Jordan s'affirme et ses résultats nourrissent les rêves les plus fous d'Eddie, à savoir d'un jour passer en Formule 1. En 1990, l'écurie n'est plus présente en F3, seulement en F3000, et compte parmi ses pilotes des Naspetti, Sospiri, mais surtout Heinz-Harald Frentzen ou Eddie Irvine. Et c'est le Nord-Irlandais qui porte l'écurie. Irvine prend une dernière victoire pour EJR dans la catégorie et termine 3ème. Désormais, le prochain objectif est de passer en Formule 1 et durant la saison 1990, Jordan prospecte. S'il tenait à s'associer avec Kamel 2 ans plus tôt, c'est parce qu'Eddie avait en tête la manœuvre de Ron Dennis au début de la décennie. Ce dernier avait repris McLaren via leur sponsor commun et actuellement, l'écurie Kamel de la F1, c'est Lotus. Puis, les résultats de cette équipe ne sont pas terribles, ce qui baisse sa valeur, et Jordan songe sérieusement à la racheter. Mais ce projet n'aboutit pas, et Jordan en conclut que finalement, il valait mieux entrer avec sa propre structure. Alors, durant la saison 1990, Eddie Jordan Racing prépare sa mutation en Jordan Grand Prix. Nombreuses sont les écuries qui, dans l'histoire de la Formule 1, se sont brisées les dents en grimpant dans l'élite. Particulièrement dans ces années-là, entre Life, Onyx, Eurobrun, AGS, regardez simplement la playlist des pires équipes. Même les grands noms sont en difficulté, comme Lotus et Brabham. Jordan est prévenu, pour s'installer durablement en Formule 1, il faut beaucoup de finances et une voiture performante. Pour ça, on peut compter sur le talent de négociateur d'Eddie. Par ses résultats en F3000, il a déjà une certaine légitimité et obtient de Ford Cosworth les moteurs de Benetton, l'électronique en moins, donc de bons moteurs. Côté technique, il a recruté dès février 1990 un ingénieur de chez Reynard, Gary Anderson, qui devient le directeur technique. Non sans quelques tours de passe-passe, encore. Ouais, habituez-vous avec Eddie.
Ouais, parce que pour recruter Gary, il lui a dit que tout était prêt, qu'un grand et beau bureau l'attendait, sauf que quand Gary est arrivé à Silverstone, il est tombé nez à nez avec une pièce vide. Mais s'ajoutent à Gary Anderson deux autres noms, Andrew Green et Mark Smith, et c'est ce trio qui va concevoir la première F1 de Jordan. The main thing was to get the engine. I always felt we had an excellent designer with Gary Anderson here, and so I had already got the design side in my mind, how it should form. And the tyres and the engines were the major issues after that. And the tyres with Goodyear, they came very quickly and with a decision to go. Then speaking with Ford in America gave us the chance for the second engine beside Benetton. And so it all sounds very easy, but believe me, it was very difficult. Durant toute l'année 1990, les ingénieurs de cette petite équipe planchent sur la 911. Ouais, la Jordan 911, et Eddie l'engage d'ailleurs sous ce nom-là. Vous vous doutez bien que ça ne plaît pas à Porsche, qui demande par 2 fois à l'Irlandais de changer de nom. Ce genre d'affaire peut vite coûter cher, mais Eddie va agiter la baguette et va renommer son châssis en 191, moyennant une petite 911 Carrera. C'est lui qui est en tort, mais c'est lui qui récupère une Porsche. En décembre, la 191, donc, sort des ateliers et Jordan fait jouer ses relations pour s'assurer d'avoir un pilote d'expérience pour les premiers tours de roue. Il voit alors avec le Nord-Irlandais John Watson, qu'il connaît depuis plus de 10 ans. Quintuple vainqueur de Grand Prix au 152 départ, le Nord-Irlandais effectue la première sortie de la première F1 de Jordan, toute de noir vêtue, et les conclusions sont bonnes. Cette auto est bien née. Puis, Eddie fait un choix fort sur l'identité visuelle de l'écurie, en peignant sa voiture de vert irlandais. Grâce à ses couleurs et de bonnes négociations, il obtient les soutiens de 7up et de l'Office du tourisme irlandaise, sans oublier Fujifilm. Avec le trèfle comme logo, le côté nationaliste est présent et Eddie compte recruter Martin Donnelly, nord-irlandais, ce qui ne ferait que renforcer le côté patriotique. À ses côtés, ce sera Bertrand Gachot. Le franco-belge a été vite convaincu par ce projet et a rejoint très tôt Eddie. Mais finalement, Gachot ne sera pas avec Donnelly, car Martin est victime d'un terrible accident durant les qualifications à Jerez. Jordan doit donc trouver une solution, et c'est avec l'expérimenté Andrea De Cesaris que le franco-belge fera équipe. Alors, tout ça c'est bien beau et le projet semble solide, mais en réalité, c'est très précaire. Les finances sont justes et les contrats ne sont valables qu'1 an pour la plupart. Jordan ne va pas avoir le choix, il faut vite convaincre et pour ça, le travail d'Anderson, de Green et de Smith est encourageant. C'est l'heure de faire le grand saut. C'est donc à Phoenix que Jordan débarque dans l'élite et les premiers tours de roue sur ce circuit assez particulier sont en demi-teinte. Vu que c'est une nouvelle équipe, il faut passer par la redoutable séance de préqualification et un sur-régime de De Cesaris élimine déjà une voiture. Mais Gachot passe et se hisse au 14e rang en qualif. La course se passe bien et le franco-belge remonte jusqu'à la 7e place, avant de malheureusement abandonner. Dommage, et il se trouve que la fiabilité bride pas mal Jordan en début de saison. Double abandon au Brésil et à Saint-Marin, Gachot boucle le premier Grand Prix de l'écurie à Monaco. Puis, au Canada, soulagement. Alors que cette équipe d'une quarantaine de personnes se renforce doucement, les premières évolutions arrivent, notamment avec un nouveau différentiel qui améliore la tenue de route déjà bonne de la voiture. Et sur l'île Notre-Dame, les deux pilotes terminent 4e et 5e. Les premiers points de l'écurie. Un très beau résultat pour une petite écurie qui, très vite, obtient le soutien du public. Sa belle robe et son statut d'outsider a de quoi séduire. I was quite emotional, I have to say. You know, it's a great day for everybody. For me personally, I feel very excited about it, but mainly because you know the mechanics and the drivers, and they committed to us ever before the car turned the wheel, and that's quite a brave thing to do. And the mechanics that we have, engineers, have all been with me a long time, and we brought them through the formula. We didn't hire in a lot of people from Formula One. We wanted to do it our way, and I feel very happy and very proud for them because they stuck with it, and this is justification to what they've done over the winter. Au Mexique, De Cesaris confirme la bonne forme des Verts avec une nouvelle 4e place, suivie d'une 6e en France avant que Gachot ne fasse aussi bien à Silverstone à la maison. Puis, à Hockenheim, De Cesaris arrache même la 7e place en qualification avant que les deux pilotes n'inscrivent à nouveau des points, 6e et 5e. Puis, en Hongrie, l'écurie tente quelque chose de surprenant sur le plan technique. The Grand Prix before Spa was Hungary, and we changed something radical on the car. It's
a long story to explain that the car was understeering a lot. It was extremely fast in fast corners, but in slow corners, you just couldn't get around the corners. You just really... And we changed something dramatic. We put the rear suspension on the front, or in the shocks, basically. And it transformed the car. So we went in the warm-up in the Hungarian Grand Prix, and I drove and I saw P1 on the board. Oui, définitivement, le châssis de cette Jordan est bon, et cette esbrouf technique a été bénéfique. Si De Cesaris échoue à la porte des points, Jordan prend tout de même le meilleur tour en course. Puis, gros bouleversement chez les Verts. Jordan perd Bertrand Gachot. Le franco-belge est jugé à Londres pour avoir utilisé un équivalent de lacrymogène sur un chauffeur de taxi après une altercation. La sanction est lourde, 18 mois ferme. Sanction très sévère, et Jordan doit donc trouver un autre pilote. Eddie est donc approché par le clan de Michael Schumacher et découvre à Silverstone, lors d'un test à quelques jours de Spa, à quel pilote il a affaire. J'ai développé cette histoire il y a quelques jours seulement, donc je vous invite à aller voir la vidéo pour tous les détails. Là, je ferai bref. Le truc, c'est que Eddie, bien que doué en affaires, a été trop naïf. Schumacher impressionne lors du Grand Prix de Belgique en prenant la 7ème place en qualif et en dominant De Cesaris, sans parler des retours techniques impressionnants, mais il part chez Benetton dans la foulée. Jordan devait le signer pour 3 ans, mais un mot a fait toute la différence. Une affaire qui servira de leçon à l'Irlandais, qui se retrouve avec Roberto Moreno à Monza. Une association qui n'était pas souhaitée, mais le Brésilien prend tout de même la 9ème place en qualif. Malheureusement, il abandonne en course. Très vite remplacé par l'Italien Alessandro Zanardi, Jordan enchaîne les top 10 dans cette fin de saison, mais ne parvient pas à accrocher de nouveaux points. D'ailleurs, à Spa, De Cesaris était tout proche de l'exploit. Bien qu'éclipsé par Schumacher, l'Italien était remonté jusqu'à la 2ème place du Grand Prix avant de renoncer à 2 tours du but. Cruel, et Jordan devra attendre pour monter sur la boîte. Cela dit, cette nouvelle écurie termine à une très convaincante 5ème place au championnat constructeur avec 13 points, devant Tyrrell et derrière les intouchables Top Team. Le tout avec des commentaires fort encourageants. Alain Prost disait que cette 191 était insuivable dans les virages, et on dira à Senna que s'il avait eu le châssis Jordan avec son moteur Honda, il aurait écrasé la concurrence. Ouais, clairement, Jordan a fait forte impression, sans oublier le coup d'éclat de Schumacher qui rendra d'ailleurs cette voiture iconique. Mais bien que les débuts soient encourageants, l'avenir à court terme de l'écurie semble bien plus compliqué. Les contrats d'1 an n'ont pas été renouvelés, malgré les belles promesses, et surtout, les moteurs Ford, bien que manquant parfois de fiabilité, parvenaient à offrir des performances suffisantes, mais ils vont être remplacés par les faiblards moteurs Yamaha en 92. Eddie n'est pas parvenu à prolonger. En fait, l'Irlandais s'est fait surprendre par les coûts astronomiques de la F1, et en fin d'année 91, il s'est retrouvé avec pas mal de dettes. Pire, Jordan perd les soutiens de 7up, la faute à Eddie, vexé de ne pas voir l'enveloppe grossir. L'histoire prend le chemin des pires équipes, car Jordan Grand Prix est déjà en mode survie. C'est pour ça qu'il se retrouve avec des Yamaha plutôt que des Ford. Et le salut de l'écurie vient peut-être d'Ayrton Senna. En fin d'année, le Brésilien a contacté l'écurie pour les mettre en relation avec une entreprise d'industrie chimique sud-africaine, Sasol. Mais aussi pour que son ami Maurizio Gugelmin, soutenu par ce sponsor, trouve un volant. Une bouée de sauvetage envoyée par Senna qui a été convaincu par les performances de cette petite écurie irlandaise. S'ajoutent à Sasol les soutiens de Barclay, les cigarettes. Voilà qui donne un sursis à Jordan, bien que 1992 s'annonce très difficile, et c'est le cas. Bon, on va faire simple, les abandons s'enchaînent. 19 abandons pour Jordan en 1992. Le châssis est plutôt bon, encore, mais les V12 Yamaha sont vraiment à la ramasse. Les coups d'éclat ne sont vraiment pas nombreux. Une 8ème place en qualif pour Gugelmin au Mexique, suivi d'une casse moteur évidemment, et un point miracle lors du tout dernier Grand Prix en Australie, à mettre au crédit de Modena. Un point salvateur car il permet à l'écurie d'être classée et de bénéficier des retombées financières. Sans ça, Jordan aurait peut-être dû mettre la clé sous la porte. La question après une telle saison, c'est comment sortir de la panade. Il en va de la pérennité de l'écurie et ça passe par un changement de motoriste. En fin de saison 92, Eddie se débarrasse des Yamaha et signe pour 93 un partenariat avec Hart. Bon, ce ne sont pas les meilleurs moteurs de la grille, loin de là, mais ce sera mieux que les V12 Nippon. Côté pilote, Eddie remercie Gugelmin et signe le prometteur Rubens Barrichello.
ce qui permet de conserver les soutiens de Sassol. En revanche, pour le deuxième pilote, ça va bouger. Thierry Boutsen n'était pas loin de signer avec les Irlandais, mais le Belge est trop grand et n'entrait pas dans le cockpit. Du coup, c'est Ivan Capelli qui débarque. Tout ça avec en plus l'arrivée de Steve Nichols au département technique, ingénieur expérimenté qui est notamment passé chez McLaren et Ferrari. Avec peu, Jordan parvient à survivre et même à amorcer une forme de remontée. Si 1993 reste une saison difficile, loin de 1991, il y a tout de même du mieux. Les performances sont meilleures et à Donington, Jordan frôle l'exploit avec sa pépite brésilienne. Sous la pluie, le poliste Barrichello réalise une course absolument étonnante. Parti 14e, Rubens joue le podium, mais renonce cruellement en fin d'épreuve sur problème mécanique. Encore, dommage. Notons qu'en ce troisième rendez-vous de la saison, Ivan Capelli a été remplacé par Thierry Boutsen. Qui n'était toujours pas mieux installé dans l'auto, mais bon, ils l'ont préféré à Capelli. Mais au final, le Belge souffrira face à Barrichello qui devient le leader de l'écurie. 1993 devient donc une chasse aux points, et ces derniers peuvent arriver en France. Barrichello tient la 6ème place, mais à 2 tours du but, il part à la faute et tombe 7ème. Eddie est très déçu, très en colère, et le fait savoir à Barrichello. Avant de se calmer, Rubens étant son meilleur pilote et de loin. Boutsen, qui n'aura jamais d'adaptation concrète de son cockpit, n'arrivera jamais à se hisser au niveau du Brésilien, et il tire sa révérence après son Grand Prix national. Jordan va donc devoir trouver un nouveau pilote, et c'est au plus offrant. Proche de signer Emanuele Naspetti, l'Irlandais demande au dernier moment une rallonge financière que l'Italien ne peut payer. Du coup, c'est Marco Apicella qui disputera le Grand Prix d'Italie. Bon, dans des conditions précaires, Jordan ne lui offre que quelques tours de piste à Imola. Très faible préparation. Pas suffisant, et Marco ne fait que quelques centaines de mètres à Monza, pris dans le carambolage du départ. Naspetti prend sa place à Estoril, mais là encore, ce n'est qu'une pige. Le baquet de la numéro 15 change, et va connaître un 4e pilote différent pour les 2 derniers Grands Prix. Et Eddie retrouve un visage connu, lui aussi s'appelant Eddie, lui aussi irlandais, Irvine. Et enfin, le 15e rendez-vous de la saison va être le bon. Les 2 pilotes Jordan s'illustrent, et Eddie se met particulièrement en avant. Luttant face à Damon Hill, s'attirant les foudres de Senna qu'il dédouble insolemment, l'écurie irlandaise termine au 5e et 6e rang. 3 points précieux et un ouf de soulagement pour l'écurie de Silverstone. Et c'est avec ce duo que Jordan va réaliser ses premiers exploits. Honnêtement, si 1994 va être meilleur, au début, il n'y a pas tant de raison d'y croire. Le budget est serré, bouclé de justesse grâce à Sassol et d'autres sponsors secondaires, les moteurs Hart ne sont pas franchement les meilleurs, mais l'écurie a 2 bons pilotes et un bon staff technique. Anderson, Green, Nichols, Jordan, Irvine, Barrichello, et tout ce petit groupe va réussir à faire beaucoup avec peu, et ça commence dès la première manche à Interlagos. Bon, Irvine est impliqué dans un gros accident et sera suspendu pour un Grand Prix. Quoique, non, finalement, il sera suspendu pour 3 Grands Prix après révision. Assez sévère, mais on aura l'occasion d'en reparler dans 1994, la bascule. En revanche, du côté de Barrichello, ça se passe très bien car il termine 4ème. Irvine est remplacé par Aguri Suzuki à Aida, mais encore une fois, c'est le Brésilien qui porte son équipe et il prend tout simplement le premier podium de sa carrière et de l'écurie Jordan. I'm just really pleased for me and for the team because they've done a really good job. Malheureusement, sa saison et même la vie de Rubens manquent de basculer le vendredi à Imola. Mais le poliste s'en sort avec quelques blessures mineures, contrairement à ses 2 regrettés camarades. Revenu le temps de 2 courses, De Cesari s'accroche la 4ème place à Monaco avant de rendre le baquet à Irvine. Régulièrement, en 1994, l'écurie irlandaise entre dans le top 6. Déjà un podium et 2 4e places, mais ça ne s'arrête pas là. Entre l'Espagne, Silverstone, Monza, Estoril, Jerez, Suzuka et Adélaïde, Jordan engrange d'autres points avec également un nouveau miracle signé Barrichello à Spa, où le Brésilien signe tout simplement la pole position. Au début courtisé par de grosses équipes comme McLaren, Barrichello restera chez Jordan en 95, faute de propositions convaincantes. Eddie conserve donc son line-up 4 étoiles. Oui, car si en 91, Jordan terminait 5ème avec 13 points, en 94, il retrouve cette 5ème place, mais cette fois-ci avec 28 points. Un podium et une pole position en prime.
Cette équipe aurait pu disparaître, clairement, mais si elle n'a pas fini comme les autres pires équipes, c'est à cause des pilotes, du staff technique et de son patron très doué en affaires. Jordan séduit et est très apprécié, il faut garder l'élan en 1995. Et justement, pour la 5e saison de l'écurie, il y a du changement, et pas des moindres. Adieu les moteurs Hart et bonjour les V10 Peugeot. Un partenariat intéressant, même si le moteur de Vélizy ne vaut pas celui de Viry-Châtillon. La confiance, elle est vis-à-vis du potentiel humain et aussi le fait que, ce qui va être très important pour tout le monde, que l'on soit près les premiers et que l'on emmagasine un maximum de tours, de séances d'essai avant le premier Grand Prix. Aussi, techniquement, on note une prise de risque sur la 195, notamment au niveau des pontons. Une forme assez particulière, et personnellement, je trouve cette Jordan très belle. Je vais dire ça souvent parce que c'est vrai, les Jordan, elles étaient belles. Mais en 1995, la F1 change avec de nouvelles adaptations techniques, et cela creuse les écarts entre les top teams et les autres. Pour les Irlandais, il faut garder sa place de meneur du paquet, mais rapidement, les moteurs français sont en frein. Certes, les Peugeot sont performants, mais cassent trop facilement. Après 2 doubles abandons, Irvine score 2 points en Espagne, les premiers de la saison. En fait, le point d'orgue de l'année 95 de Jordan, c'est le Canada. Dans une course qui voit beaucoup de favoris trébucher, les voitures de Silverstone tiennent bon et les 2 pilotes accompagnent Jean Alesi sur le podium. Barrichello 2e et Irvine 3e. Triplé de pilotes Jordan au final. Mais bon, 1995 reste très frustrant, car si la fiabilité avait été au rendez-vous, ça aurait certainement été grandiose. Le nombre de qualifications dans le top 10 est délirant, mais les abandons sont trop fréquents. En performance, Jordan confirme sa place de meilleur des autres, mais au championnat, ils sont battus par Ligier 24 points à 21. Puis, il va y avoir du changement, car les 2 pilotes ont la cote et intéressent. Ferrari approche Barrichello comme Irvine et choisit finalement le Nord-Irlandais, alors encore sous contrat. Jordan est au cœur du marché des transferts et effectivement, c'est une belle option pour se mettre en valeur. On parle de Nicolas Larini, Mika Salo, Olivier Panis, Laurent Aiello ou même Johnny Herbert. Mais finalement, c'est le vétéran Martin Brundle qui est choisi par Silverstone. Le duo de 1983 en F3 britannique est donc reformé. Rendez-vous en 1996. En 1996, Jordan poursuit sa mutation technique et les voitures vont changer. Après 4 saisons sous sa sole, c'est l'heure de passer à l'ère Benson and Hedges. Du coup, on passe au jaune. Bon choix. Mais ne vous y trompez pas, côté budget, c'est toujours aussi serré, il va donc falloir maintenir l'effort. Mais la première course de la saison à Melbourne coûte cher à l'écurie, car dès le départ, Martin Brundle est pris dans un spectaculaire accident au virage 3. Son châssis s'est brisé et on craint le pire. Heureusement, l'Anglais est indemne. Durant l'intersaison, Peugeot a travaillé sur la fiabilité. Effectivement, à défaut d'être parfait, c'est mieux. Côté performance, les Jordan sont dans la même zone et Barrichello réalise toujours quelques exploits. 2e en qualif chez lui à Sao Paulo, puis 4e du Grand Prix d'Argentine. Brundle est tout de même en retrait, même s'il parvient à entrer à plusieurs reprises dans le top 6. Puis, en amont du Grand Prix de Monaco, les Jordan évoluent légèrement. Fini le jaune bouton et les voitures irlandaises se partent de doré. Et pour être parfaitement présentables sur chaque rendez-vous, les Jordan seront repeintes 56 fois, pour l'anecdote. Mais au final, bien que l'écurie confirme sa place de 5e force du plateau, meilleur des autres, bah ça stagne. Plusieurs entrées dans les points, mais pas l'ombre d'une victoire, et puis aucun podium durant la saison. Maintenant, sans hausse considérable du budget, difficile d'imaginer Jordan titiller les Williams, Ferrari, McLaren ou Benetton. Il faut du changement, que les cartes soient redistribuées, et 1997 amorce une forme de renouveau. Brundle ne sera pas conservé, et Barrichello, présent depuis 1993, doit changer d'horizon. Alors, des noms refont surface. Panis, Berger et même Mansell qui testera la voiture. Malheureusement, c'est une catastrophe, et on se dirige finalement vers un duo Fisichella-Ralf Schumacher. Le premier a disputé quelques grands prix chez Minardi, et c'est un jeune pilote prometteur. L'Allemand n'est pas en reste. En plus d'être prometteur, il apporte des soutiens précieux, et ça, Eddie apprécie. Bonne nouvelle, en amont de la saison 1997, l'enveloppe de Benson & Hedges augmente, ce qui permet de financer la modernisation de l'usine, une étape clé dans le processus. La 197 change drastiquement d'orientation technique et ressemble davantage à la Williams de Newey.
Pour leur dernière année d'exclusivité, Peugeot livre un moteur A4 plus compact, plus léger, moins gourmand et mieux intégré à l'auto. Puis, retour au jaune vif pour la livrée, avec une petite fantaisie sur le nez. Dites bonjour au serpent. De plus, Eddie met bien en avant le cadet de Michael Schumacher, et cette fois-ci, ce Schumacher-là est bien présent pour plusieurs courses. Well, obviously the advantage is, particularly when they're so quick, that they will make mistakes, of course, and they will push each other to unbelievable lengths. So there will be times that will be a little bit frustrating, but the opposite side to that is when they do get it right, it will be something worth watching. I mean, there will be fireworks, they will be pushing each other, they'll make the team work very hard. En gros, en amont de la saison 1997, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, et l'objectif est simple, retrouver le podium et plus si affinité. Malheureusement, les 2 premiers Grands Prix sont à oublier. Problème de fiabilité, mais en Argentine, Jordan connaît une course mitigée. Certes, Ralf Schumacher prend la 3e place et son premier podium en carrière, mais Eddie est furax contre son pilote allemand, qui a envoyé Fisichella au tapis. Déjà que les deux ne s'entendaient pas du tout, là, c'est le bordel, et ça part dans tous les sens après la course dans la presse. Donc, Ralf prend son premier podium, le premier de l'écurie depuis le Grand Prix du Canada 1995, mais se fait sermonner. Mérité, hein, mais bon, c'est rigolo. Autre source de tension, la probable fin de partenariat avec Peugeot qui va rejoindre Prost Grand Prix en 98. Jordan doit donc trouver un nouveau motoriste. Eddie jette son dévolu sur Mugen Honda et entame les négociations. S'ajoute à cette équation le cas Fisichella, qui au final n'est pas un pilote Jordan, mais un pilote Benetton prêté par Briatore, et Flavio a rappelé plusieurs fois à Eddie que le Romain sera chez les Bleus en 98. Donc, en plus d'un nouveau motoriste et des tensions entre ces deux pilotes actuels, Eddie doit trouver un successeur à Fisico. Il se tourne alors vers Damon Hill et l'Irlandais va jouer un jeu dangereux. Il promet à Honda la signature du champion du monde 96 et il promet à ce dernier le partenariat avec Honda. Eddie et les affaires. Au final, bien que risquée, cette stratégie s'avérera payante et Jordan obtiendra ce qu'il voudra. Heureusement qu'en parallèle, la saison des jeunes était bonne. Jamais les voitures de Silverstone n'ont été aussi performantes. Les entrées dans les points sont régulières et surtout, il y a plusieurs podiums. Fisichella prend la 3e place au Canada, puis la 2e à Spa. Et il y a plusieurs top 4 en qualif comme en course. Puis, Jordan a pour la première fois joué la victoire, et c'était à Hockenheim avec l'Italien. Giancarlo a même mené un temps la course, mais Berger était un peu trop fort, et surtout, le Romain a dû renoncer. Bref, c'est la meilleure saison du team, qui termine une nouvelle fois meilleure des autres, 5e, avec 33 points. Et avec la révolution technique de 1998, c'est une opportunité pour Jordan. « 1998, c'est la grande inconnue pour la Formule 1, mais chez Jordan, on aborde ces changements avec optimisme. Le budget n'a jamais été aussi élevé, les moteurs Mugen Honda sont bons, il y a 2 bons pilotes dans l'auto, dont un champion du monde, et côté technique, la première soufflerie de l'équipe a vu le jour, et pour les hommes de Gary Anderson, c'est un formidable outil qui va permettre à l'écurie de passer un cap. Sometimes outside people are a bit confused because they see we are a definitely different team, and maybe the carefree attitude that sometimes we'll portray might signify a lack of real commitment. They shouldn't do that, that would be a mistake. Jordan peut-elle devenir un top team? Le but est clair, décrocher la première victoire de l'équipe, mais elle déchante rapidement. Ce n'est pas aussi bon qu'espéré. D'une part, les 198 sont sévèrement challengés par les Benetton et Williams, les McLaren et Ferrari sont intouchables, et d'autre part, Ralf Schumacher réalise un début de saison catastrophique. Les Grands Prix s'enchaînent, et le compteur reste bloqué à 0. Damon Hill ne parvient pas à faire mieux que la 8e place, et à la mi-saison, à Silverstone, c'est la crise. Il paraît démotivé, Schumacher enchaîne les erreurs, Honda met la pression, bref, quelque part, ça a foiré et Eddie prend ses responsabilités. Oui, le titre du chapitre c'est Prime, mais vous allez voir. Côté technique, il recrute Mike Gascoigne et demande à Anderson de restructurer le département technique. Il faut que Silverstone se passe différemment, mais en qualification, Ralf Schumacher part en tête à queue et ne se classe que 21e. C'en est trop pour Eddie et il va se montrer très ferme. I need really not to be playing games. I just want to be very clear and very straight. And I think he will be. Huh? We don't want to play games. We just. Okay. And I said, "Listen, Ralph. I don't want to be rude.
If you fail to get a point, you are history. Motivational words by Mr. Eddie Jordan. No, but that's how you say it. You've had your chance. You're not good enough for me. I can't cope with this anymore. It rained. But he came back through the grid. He was immense. He finished 6th. He kept his seat. And he never, ever lets me forget it. It's the only time I've ever really got upset with a driver. I got really irritated by him because I knew the talent that he had. Every time you're supposed to do it, you fuck it up, and every time you're not supposed to do it, you do things like today. Schumacher a eu chaud et score finalement le premier point de la saison de Jordan. Silverstone était l'électrochoc dont l'équipe avait besoin, et dès lors, les choses changent. Les évolutions de la 198 portent leurs fruits, et Jordan se retrouve. P5 pour Ralf en Autriche et en Allemagne, les deux pilotes prennent les 4e et 5e places en qualif. Ils terminent 5e et 6e. Puis, Ralf récidive en Hongrie avec les 4e places le samedi et le dimanche. L'Allemand s'est mis au travail et il explose enfin. Sauf qu'en interne, le courant ne passe plus du tout entre le pilote et son patron, agacé par l'attitude de l'Allemand et vice-versa. La rupture est consommée et les deux parties iront devant le juge. Bilan, Schumacher ira chez Williams, mais Eddie pourrait recruter Frentzen. Puis, c'est le Grand Prix de Belgique. Une nouvelle fois, les Jordan sont bien qualifiés. 3e pour Damon, 8e pour Ralf. Si le premier départ est chaotique avec le plus gros carambolage de l'histoire, auquel les Jordan passent au travers, le deuxième leur réussit plutôt bien. Häkkinen touche la Ferrari de Schumacher et part en tête à queue et se fait heurter par Herbert, un favori au tapis. De plus, Coulthard harponne Wurz et se retrouve bon dernier. Et celui qui en profite, c'est Damon Hill qui mène les premiers tours. Sauf que logiquement, Michael Schumacher reprend l'avantage et se dirige vers une victoire en solitaire quand l'Allemand croise la route de Coulthard à un tour. Et pendant que le pilote Ferrari pète un plomb, les deux Jordan sont aux 2 premières places. C'est pour aujourd'hui, mais Eddie va devoir faire un choix. Ralf Schumacher est plus rapide et talonne son équipier. Figer les positions est certainement la meilleure chose à faire, surtout que Jean Alesi n'est pas loin. Ralph, you cannot overtake Damon. Okay, that is team order. You cannot overtake Damon. Yes, Sam. Lentement, les tours s'égrènent et après une éternité, le 127e Grand Prix de Jordan est le bon et les jeunes réalisent tout simplement le doublé. Une immense joie pour Eddie qui remporte un Grand Prix de Formule 1, complètement euphorique. Damon, Ralf et Eddie montent donc sur le podium, mais il y a un couac, car après God Save the Queen, l'hymne irlandais ne retentit pas. Les organisateurs ont oublié que Jordan n'était pas britannique, mais irlandais. And I think not a repeat for the Jordan Constructors victory because, like Damon Hill, they come from Britain. Faudra en gagner une autre pour ça. La saison 1998 s'achève en beauté. Dès la manche suivante, Schumacher prend la 3e place et à Suzuka, Damon termine 4e. Si la première partie de saison de Jordan était nulle à chier, la deuxième était brillante et l'écurie a marqué 34 points avec évidemment un doublé historique à la clé. Et si l'on s'amusait qu'à compter les points qu'à partir de la mi-saison, donc sur la deuxième partie du championnat, Jordan serait largement 3e, de bon augure pour 99. Jordan a la ferme intention de rejoindre les top teams, et Eddie vend même 40% de ses parts à une société américaine qui va se concentrer sur le marketing. Côté technique, Mike Gascoigne est désormais seul maître à bord, et la 199 fait l'objet d'un profond travail en soufflerie. Je vais vous le dire, c'est pour moi la plus belle Jordan. Si Damon Hill est toujours là, il ne semble pas des plus motivés, et à ce moment-là, son nouvel équipier Heinz-Harald Frentzen a sa réputation endommagée par 2 saisons difficiles chez Williams. Mais en fait, HHF avait besoin d'une écurie plus familiale, et l'association Frentzen-Jordan va dépasser toutes les attentes. Qualifié 5e, Frentzen profite d'un Grand Prix d'Australie mouvementé pour prendre la 2e place de la course. Premier en jaune, premier podium. Jordan répond présent, et il confirme au Brésil en se classant 3e. À Imola, en revanche, c'est Damon Hill qui s'illustre avec la 4e place. L'un de ses seuls bons Grands Prix en 99, car le Britannique n'y est plus. Frentzen est donc clairement le leader et retrouve le top 4 à Monaco.
L'Allemand engrange des points et ça va payer plus tard dans la saison, mais pour le moment, Jordan est un outsider. Un outsider très populaire, soit dit en passant. L'alternative aux Ferrari et McLaren intouchables. Un jeune vif séduisant comme identité visuelle et un patron charismatique, rocker qui pète le feu. Jordan Prime, c'est quelque chose. Mais il y a un coup d'arrêt entre l'Espagne et le Canada. Casse de différentiel à Barcelone et à Montréal, Frentzen sort violemment de la route. Un gros choc et l'Allemand est blessé. Micro-fracture à la jambe droite, mais HHF répond présent à Manicourt sans broncher. Ce jour-là, l'Allemand réalise un exploit, la course typique d'un outsider. Parti 5ème, là Jordan se fait oublier. Barrichello est l'acteur principal de ce Grand Prix de France, avec sa Stewart en luttant face à Häkkinen pour la tête, dans des conditions difficiles. Et justement, avec ces conditions, on consomme moins, et chez Jordan, on prend un pari fou en fin de course en décidant de ne plus s'arrêter. Frentzen hérite donc des commandes et surprend tout le monde en s'imposant à Manicourt. La deuxième victoire du pilote est de Jordan, le tout avec une jambe cassée. Et heureusement qu'il pleuvait car sur le sec, Frentzen n'aurait pas pu tenir. Parfois, il faut saisir les opportunités et c'est ce qu'ont fait Jordan et Heinz. Et là, cette fois, il y a bien l'hymne irlandais. Puis vient Silverstone. Cette course à domicile est assez agitée à cause de Damon Hill. Démotivé, il voulait faire de son Grand Prix national le dernier de sa carrière, mais Eddie ne l'entendait pas ainsi. Sachant que la présence de Hill garantissait un cachet important de la part de Benson et Hedges, il ne fallait vraiment pas perdre le champion du monde 96, et Damon est contraint de rester. Ce week-end-là, il réalise la dernière belle course de sa carrière avec la 4ème place devant Frentzen, mais surtout, dans ce Grand Prix, la physionomie du championnat change avec l'accident de Michael Schumacher. Écarté de la lutte mondiale, Irvine prend le relais face à Häkkinen et le Finlandais va commettre quelques erreurs. Pendant ce temps, toujours en outsider, Frentzen score des points. 4ème en Autriche, 3ème en Allemagne derrière les deux Ferrari, puis de nouveau 4ème en Hongrie et 3ème à Spa derrière les deux McLaren. Mathématiquement, Frentzen peut encore espérer décrocher la couronne, mais bon, ça reste la grosse cote. 20 points derrière Häkkinen, ça reste assez compliqué, mais à Monza, il se passe ça. Avec l'abandon d'Häkkinen, Frentzen récupère les commandes et offre tout simplement une deuxième victoire à Jordan en cette saison 99 et revient à 10 points seulement du Finlandais et d'Irvine. Là, on peut croire aux chances de Jordan. 2 semaines plus tard, au Nürburgring, Frentzen décroche la deuxième pole position de sa carrière et de Jordan. Le lendemain, HHF confirme sa bonne forme et mène le Grand Prix d'Europe, mais après son passage au stand, il cafouille avec l'électronique de sa voiture et sort au ralenti du premier virage. Terrible, Frentzen s'immobilise et c'est l'abandon. Cruel pour lui et pour Jordan. C'était là, il fallait s'imposer au Nürburgring pour concrètement jouer le titre, mais avec cet abandon, c'est terminé. 6ème à Sepang, puis 4ème au Japon, Frentzen termine tout de même 3ème du championnat pilote et Jordan 3ème des constructeurs. Indéniablement, 1999 était leur meilleure saison, l'année où Jordan a fait trembler les géants Ferrari et McLaren. Ce qui est terrible, c'est que Frentzen est très certainement le meilleur pilote de la saison et Jordan la meilleure écurie. Ils ont tout maximisé. Ils ont fait la saison quasi parfaite quand dans le même temps, Ferrari et McLaren trébuchaient et laissaient passer des occasions. Au mérite, les jaunes sont champions, mais la F1 ne marche pas comme ça et peut se montrer très cruelle. Jordan va en faire les frais durant la saison 2000. Pour 2000, il y a du changement et surtout, il y a de l'ambition. Quand on a titillé les plus grands et qu'on a joué le titre mondial, naturellement, on veut concrétiser. Côté pilote, Damon Hill a pris sa retraite et il est remplacé par le prometteur Jarno Trulli. Frentzen fait toujours office de leader et attire les soutiens précieux de la Deutsche Post. Mais aussi, le J10 incarne les espoirs de Sacre. Mais Eddie a fait un choix. Alors que Honda revient officiellement, le patron a préféré rester avec les vieux Mugen évolués plutôt que de passer sur les nouveaux moteurs nippons. Non sans quelques envolées médiatiques, espérons qu'il sait ce qu'il fait. Présenté le 31 janvier au Théâtre Royal de Londres, le J10 ne tarde pas à décevoir malgré un début de saison encourageant. Bien qualifiés en Australie, les pilotes terminent 3e et 4e sur tapis vert au Brésil.
Mais en réalité, la saison 2000 est une catastrophe par rapport à 99. Le J10 manque de performance et les McLaren et Ferrari sont simplement intouchables. Puis, ils sont concurrencés par les Benetton et les Williams BMW. Et surtout, la fiabilité coûte très cher à l'écurie de Silverstone et les abandons sont nombreux. Très nombreux. Jordan redevient midfielder et ne fait guère mieux que 6ème sur tout le reste de la saison, à l'exception d'Indianapolis où Heinz-Harald Frentzen grimpe physiquement sur son premier podium de l'année. Mais le sort prochain de Jordan s'écrit dès la saison 2000 en coulisses. En début d'année, Jordan perd son directeur technique Mike Gascoigne, récupéré par Benetton. Eddie tente de sauver maladroitement les apparences et le développement de l'E-J11 est confié aux aérodynamiciens Tom Holloway et John Healey. Ce départ inquiète Honda qui se rapproche de plus en plus de Barr. Et entre les deux écuries, le ton monte et ceux qui sont en position de force, c'est bien l'écurie de Craig Pollock et Jacques Villeneuve. Sauf qu'Eddie est malin et réussit tout de même à s'assurer des moteurs Honda pour 2001, sauvant ainsi une situation qui aurait pu totalement lui échapper. Maintenant, il faut régler les autres problèmes, et il y a celui du pilote Heinz-Harald Frentzen. La désillusion fait mal, et l'Allemand est courtisé par d'autres équipes, notamment Jaguar. Mais Jordan veut le garder, et Eddie lui promet que l'ingénieur Sam Michael, l'un des piliers de la performance de l'écurie, restera. Frentzen accepte donc de prolonger, mais quelques semaines plus tard, l'ingénieur part rejoindre Williams. Coup dur dans la relation Frentzen-Jordan. Maintenant, il faut remonter la pente. Ouais, parce qu'en 2000, Jordan a terminé 6ème du constructeur, leur plus mauvais résultat depuis 1995. Un retour en arrière qui fait mal, et pour 2001, le J11 montre les crocs avec son nez de requin iconique. Techniquement, on remarque une rupture dans les choix, et les premiers résultats sont encourageants, avec notamment un top 5 en Australie pour Frentzen, suivi d'une 4ème place en Malaisie. En soi, jusqu'à l'Espagne, 5ème rendez-vous de la saison, Jordan enchaîne les entrées dans les points, mais à la mi-saison, tout s'effondre. Beaucoup d'abandons et de vives tensions entre HHF et Eddie. Résultat, l'Irlandais vire son pilote juste avant son Grand Prix national. L'une des raisons étant les discussions entre Takuma Sato et son patron qui n'ont pas plu à l'allemand. Une opération séduction visant, vous l'avez compris, à prolonger le partenariat avec Honda. Mais dans l'histoire, Jordan perd gros puisqu'il est contraint de verser le salaire de Frentzen en 2002. La machine s'enraye dangereusement. Pour la fin de saison, Jordan retrouve donc Jean Alesi, lui-même parti de chez Prost. Ce qui était très sympa, c'est de voir les mécaniciens avec qui j'ai travaillé et gagner le championnat de Formule 3000 toujours là. Et bon, on s'est passé les anciens souvenirs, ça faisait un petit peu les anciens combattants qui parlaient, quoi. C'était très rigolo. Un nouveau projet qui finalement tournera court pour le français. L'Avignonnais n'est pas arrivé au bon moment, et Sato est la priorité. Si Trulli s'en va, il apprend que Fisichella a déjà signé, et ce retour n'est finalement qu'une tournée d'adieu pour le vainqueur du Grand Prix du Canada 1995. Il y score son dernier point en Belgique. En 2001, Jordan retrouve tout de même le top 5 des constructeurs, mais c'est surtout à cause des moins bonnes performances de ses adversaires. Dès lors, l'idée de voir les jeunes devenir un top team est de l'histoire ancienne. Cela dit, le budget est toujours important pour 2002, notamment avec l'arrivée de DHL. Mais au final, cette saison n'est qu'un sursis précédant une chute terrible. La voiture n'est pas bonne, et ça s'explique par le manque de ressources techniques, que ce soit humaines ou matérielles. L'usine de Silverstone n'a pas été mise à niveau, et les directeurs techniques ne sont pas les meilleurs. Bilan, la performance est alarmante, et Jordan disparaît des devants de la scène. Fisichella, de retour en jaune, fait de son mieux et accroche les premiers points de l'écurie en Autriche avec la 5ème place. Il réitère lors des 2 Grands Prix suivants à Monaco et au Canada, montrant que Jordan est encore là. Puis, après une saison difficile, Sato inscrit ses premiers points chez lui, 5ème. Mais l'avenir s'assombrit. Si les jaunes terminent 6ème du championnat, devant Barr, c'est important puisqu'ils partagent les moteurs Honda, ces derniers décident de quitter Jordan. Les Japonais envisagent de reprendre totalement une écurie, et Barr est plus enclin à leur céder du terrain. Eddie, lui, ne veut pas, et ça se comprend. Jordan, c'est lui. Mais du coup, il perd gros car sans Honda, la chute est inévitable. Jordan retrouve le mode survie en 2003. Plus de DHL, plus de Honda, plus de Deutsche Post et budget sévèrement revu à la baisse. Mais bon pilote avec Fisichella et retour de Gary Anderson qui travaillera sur la voiture de 2004. Aux côtés de l'Italien,
L'Irlandais Ralph Firman obtient une chance en F1, mais il est éclipsé par Giancarlo. Et malgré la morosité de la situation, Jordan réalise un ultime exploit. Au Brésil, la course est chaotique à cause des conditions météo, et Fisichella, déjà qualifié à une belle 8ème place, passe au travers des embûches. Au point même de dépasser Raikkonen dans le 54e tour, au moment où Alonso se crache violemment et provoque un drapeau rouge, donc l'arrêt de la course. Alors, Fisichella et Jordan ont remporté le Grand Prix du Brésil, mais en fait, non. Les officiels se perdent dans les chronométrages, et c'est Kimi Raikkonen qui est déclaré vainqueur. Terrible pour les jeunes, mais Eddie porte réclamation après la course. La FIA revoit en détail les classements et effectivement, Giancarlo Fisichella a bel et bien remporté sa première victoire en Grand Prix. Alors, en amont de la course suivante à Imola, Fisichella et Jordan reçoivent les trophées des vainqueurs. La 4e et dernière victoire de Jordan, un cas bien isolé en cette saison 2003. Ouais, car si Firman prend le point de la 8ème place en Espagne et Giancarlo la 7ème à Indianapolis, c'est une saison très décevante pour les jeunes qui ne terminent que, tenez-vous bien, 9ème. Devançant seulement Minardi, malgré une victoire. En Hongrie, Firman s'est même fait une grosse frayeur avec une sortie de piste terrible en essai, ce qui a propulsé le local Zsolt Baumgartner dans le baquet de la Jordan. Le budget est encore plus serré en 2004 et 1999 semble être une autre époque. En 5 ans, l'écurie de Silverstone a presque tout perdu. Et pour cause, dans les années 2000, la F1 s'est transformée. Les constructeurs sont revenus en force avec Toyota, Honda, mais aussi Ford via Jaguar, BMW avec Williams et Renault en rachetant Benetton. Des changements et une envolée des coûts importante en Formule 1. Jordan n'a pas su naviguer dans cette agitation. Eddie a été dépassé par les événements et a commis des erreurs. Repousser Honda, ne pas vouloir donner plus de place à certaines personnes clés en interne et les perdre. La chute a fait mal, mais après une saison 2000 ratée, ils auraient pu redresser la barre. Mais ça n'est pas arrivé. Jordan a manqué le coche et va le payer au prix fort. À l'image de Minardi, Jordan n'est plus qu'un vestige d'une époque désormais révolue. En 2004, le jaune est définitivement une écurie de fond de grille. Fisichella est parti chez Sauber et Eddie recrute Nick Heidfeld. Un bon pilote, heureusement. À ses côtés, Giorgio Pantano fera de son mieux et parviendra à quelques reprises à se hisser au niveau de l'allemand. Mais le retard technique est impardonnable à ce niveau de compétition, et Anderson ne fait pas de miracle avec le J14. Gary quitte d'ailleurs le navire en cours de saison. Les premiers points arrivent tout de même à Monaco, avant que les pilotes ne prennent les 7e et 8e places sur tapis vert à Montréal. Les derniers de la saison de Jordan. En fin d'année, comme pour le Canada, Pantano a cédé sa place à Timo Glock, mais la fin de championnat est complètement anonyme. Nous sommes dans les dernières heures de l'écurie Jordan et en 2005, les derniers bons éléments ont quitté le navire. C'est la fin et Eddie le sait. En conséquence, l'Irlandais vend son écurie au Russe Alex Schneider et à sa société Midland. Cela dit, l'écurie reste Jordan en 2005 et Eddie est toujours présent, mais à un poste différent, simple responsable commercial car désormais, c'est Colin Colles le team principal. The situation is that it became virtually impossible for Jordan to continue and to try to be competitive. You know, the whole way I was brought up in racing for the last 30 odd years was that I always wanted to believe that I had a chance to win. And whilst Brazil 2003 was a particularly lucky win, yes, it was a win, but you know, that's not going to happen very often. And under that basis, I feel that the private team and the private team's future is best served in the hands of well-constructed, well-financed private individuals, not people like the likes of Frank Williams and Eddie Jordan who have come up as drivers and follow that dream forward into creating a team. I think those days are gone. Vous l'avez compris, en 2005, ce n'est plus vraiment Jordan. Côté pilote, on retrouve le portugais Thiago Monteiro et le premier indien en Formule 1, Narain Karthikeyan, qui apporte pas mal de soutien. Et la saison est un pur désastre, mais un miracle se produit à Indianapolis. Miracle seulement pour Ferrari, Jordan et Minardi, car toutes les autres écuries équipées de pneus Michelin se retirent de l'épreuve. Dans une course à 6 voitures, Thiago Monteiro assure la 3e place à l'écurie de Silverstone, le 19e et dernier podium de Jordan. Cela dit, le Portugais inscrit le dernier point de l'écurie à Spa, terre de leur première victoire. Une autre époque. En Chine, comme pour Minardi, Jordan dispute officiellement son dernier Grand Prix, le 250e.
Obviously the biggest moment for us was in Spa in '98 when we came first and second. There was certainly when I joined in Formula One with Eddie, I never dreamed that we'd win a race. I thought we'd actually compete but not actually win. And to get a first and second was absolutely unbelievable. It made everything that you've been working for over all those years all worth it. And that's one time that definitely stands out. Par la suite, l'écurie de Silverstone connaîtra bon nombre de changements. Midland en 2006, très vite racheté par Spyker, et c'est finalement Force India qui met la main sur l'ex-Jordan en 2008. Moquée à leur début, l'écurie indienne restera pendant plusieurs années avec pas mal de résultats notables. Pole et podium pour Fisichella en 2009, et plusieurs top 3 entre 2014 et 2018 pour Perez. Cette équipe deviendra Racing Point, et c'est sous ce nom qu'en 2020, à Sakhir, l'écurie de Silverstone renoue avec la victoire. Un Grand Prix avant de devenir Aston Martin, sa version actuelle. Avec elle, le vert est revenu, et si l'écurie score plusieurs podiums, notamment avec Fernando Alonso en 2023, elle connaît une chute brutale en 2024. Mais aujourd'hui, elle fait partie des teams les plus prometteuses, notamment avec un certain Adrian Newey à la technique. Et notons le retour de Honda pour 2026. Rendez-vous l'an prochain. Bref, si par plusieurs filiations, la lignée Jordan est encore en Grand Prix, l'écurie de base est bien éteinte. Elle aura fait vibrer bon nombre de fans et aura tout de même fait trembler les plus grands. Puis, son patron est resté dans les parages. Quittant son écurie à la fin, en 2005, Eddie est resté un personnage du paddock, notamment par son rôle à la télévision britannique. Personnage charismatique et très apprécié, il continuera de surprendre en étant, notamment, le premier à annoncer un départ de Lewis Hamilton chez Mercedes durant l'année 2012. Eddie a également gardé un rôle actif en manageant quelques personnes importantes, comme Adrian Newey, et ouais, animateur d'une télé-réalité dans les années 2010, co-présentateur de la 23e saison de Top Gear, il lance avec David Coulthard en 2023 un podcast très intéressant, Formula for Success, accueillant plusieurs invités et dévoilant quelques coulisses et histoires de son long passage en Grand Prix. Pilote, patron d'écurie, businessman, musicien, consultant, animateur, Eddie Jordan était un homme à part, une vie bien remplie. Tellement remplie qu'il est impossible de tout énumérer. Malheureusement, en décembre 2024, il annonce souffrir d'un cancer de la prostate et de la vessie. Quelques mois plus tard, le 20 mars 2025, dans sa résidence du Cap, Eddie Jordan nous quitte à l'âge de 76 ans. On arrive au bout de cette vidéo, de ce documentaire sur Jordan. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Vous connaissez la chanson, hein, Mezzarino à Contretemps est disponible, les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.